Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo d'exercice dans laquelle simplement ici, on va s'entraîner notamment à calculer des vitesses. Ok. Alors bon, c'est un exercice qu'on aurait pu très bien faire au collège, mais bon, je vous le propose quand même parce que au moins ça permet tout de même de s'entraîner là-dessus. Parce que mine de rien, la notion de vitesse, c'est une notion que vous allez voir qui va revenir assez régulièrement, que ce soit là dans des cas, on va dire basiques, ok, avec l'exemple de l'hyperloop que je vous propose tout de suite là, qui va s'afficher là, voilà. Mais également, donc on verra plus tard dans le cas avec les vecteurs, donc la notion de vecteur vitesse, voilà, pareil, il faudra calculer des vitesses, ok, voilà, afin de représenter ce vecteur, ok. Donc, dans tous les cas, c'est pour ça qu'il faut bien s'entraîner déjà au départ, à bien comprendre, à bien savoir calculer des vitesses, parce que c'est des choses, vous allez voir, vous allez régulièrement en avoir besoin. Alors donc, ici je vous propose un exercice sur l'hyperloop. Alors bon, ceux qui sont passionnés de train le savent déjà, mais l'hyperloop, donc, c'est un espèce de TGV. Donc un TGV qui doit être mis en place dans la décennie 2020, si je ne me trompe pas, 2020-2030. Et donc c'est un TGV qui notamment permettrait de relier par exemple Paris à Toulouse, comme on propose, en seulement 34 minutes et 30 secondes. Ok, bravo. Et donc ce TGV qui est un peu particulier, qui permettrait de relier ces deux villes là qui sont quand même séparées de plus de 800 km en moins de 34 minutes. Ok, voilà, volo. Et ben en fait ce TGV là il devrait circuler dans un tunnel où il n'y a quasiment pas d'air. Ok, voilà. Donc voilà, ceux qui tout simplement sont passionnés par les trains, tout ça, savent déjà voilà, que vers 2020-2030, enfin la génération 2020-2030, il devra avoir un TGV comme ça qui devrait se mettre en place. Ok, voilà. Et donc, ici, je vous propose un exercice là-dessus parce que vous allez voir que ça va permettre de bien comprendre la notion de vitesse. Ok. Alors donc, ceux qui sont chauds, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour faire l'exercice à présent. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, c'est parti. Alors donc ici, comme je vous disais, on dit qu'on a des échecs qui sont en cours pour un projet futuriste qui s'appelle l'Hyperloop. Ok, voilà, voilà. Et donc ça permet de relier par exemple Paris à Toulouse, qui sont séparés de 690 km plus précisément, en seulement 34 minutes et 30 secondes, grâce à des capsules qui vont circuler dans des tubes où l'air seront tout simplement sous atmosphère raréfié. Alors raréfié, comme son nom l'indique, c'est rare, quoi. Il n'y aura pas beaucoup d'air dans ce tube là, ok, bravo. Alors du coup, question numéro 1, on demande de convertir la durée du voyage en secondes, dans un second temps de convertir la distance parcourue en mètres, dans un troisième temps de calculer la vitesse en mètres par seconde de la capsule Hyperloop lors de ce voyage, dans un quatrième temps donc de convertir cette vitesse en km/h, et enfin dans un cinquième temps de proposer une explication au choix de faire circuler donc l'Hyperloop dans un tunnel où l'air est raréfié. Donc c'est parti mon kiki, on va donc corriger tout cela. Donc du coup c'est parti mon kiki, on va convertir déjà la durée du voyage en secondes, ok. Donc la durée du voyage, on a dit c'était 34 minutes et 30 secondes, ok. Et donc ça, on demande tout simplement de convertir ça en secondes, ok. Parce que là, vous voyez, on a des minutes et des secondes, nous on veut convertir ça en secondes. Donc 34 minutes et 30 secondes, vous êtes bien d'accord avec moi, c'est comme 34,5 minutes, ok. Voilà, c'est bien 30 minutes, c'est bien 34 minutes, plus la moitié encore d'une minute, ok. Plus une demi-minute. Et une demi-minute, ça fait bien 0,5, ok. Bravo. Et donc, en fait, on va multiplier 34,5 par donc le nombre de secondes qu'on a dans une minute, c'est-à-dire 60. Et ainsi, donc, ça va tout simplement nous donner le nombre de secondes que vous aurez dans les 34 minutes, et 30 secondes, ok. Donc là, on va taper vite fait le calcul de la calculatrice, et ainsi, donc, on aura le résultat tout de suite. Et ainsi, donc, on trouve 2070. Donc là, c'est le nombre de secondes, ok. Voilà. Donc ça, c'est parfait. Donc on a converti la durée du voyage en secondes. Donc maintenant, dans un second temps, on va faire la même chose, mais avec la distance parcourue. Et cette fois-ci, donc on doit la convertir en mètres. Donc on nous dit que la distance Paris-Toulouse, ou bien Toulouse-Paris, c'est 690 km, ok. Voilà. Jusque là, on est d'accord. 690 km, c'est tout simplement, donc on va le mettre en notation scientifique pour que ça soit plus simple, c'est 6,9 fois 10 exposant 2 km, ok. Et pour passer des kilomètres jusqu'au mètre, vous n'êtes pas censé savoir, mais il faut multiplier par 10 exposant 3, ok. Bravo. Ainsi, donc, ça nous donne la chose suivante. Ça nous donne que, finalement, pour avoir le résultat en mètres, donc on va faire 6,9 fois 10 exposant 2 fois 10 exposant 3.
Ainsi, donc, ça fait 6,9 fois 10 exposant 5 mètres. Ok, voilà. Alors, pareil, là, voilà. Et donc, ainsi, on a converti cette fois-ci la distance en mètres par seconde. Enfin, en mètres, pardon. Ok, donc c'est 6,9 fois 10 exposant 5 mètres. Alors, je vous conseille, pareil, quand vous avez des choses comme ça à convertir, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec justement les conversions, toujours passer par la notation scientifique. Au moins, la notation scientifique, ça passe crème. Ok, la notation scientifique, à partir du moment où vous savez par combien il faut multiplier d'une unité à une autre, là au moins c'est plus simple. Alors qu'avec les chiffres à ajouter, c'est vrai que c'est casse-pied. Ok, moi-même, je vous l'assure, moi-même qui me débrouille un peu avec ça, je peux vous dire qu'en notation scientifique, c'est beaucoup plus simple. Ok, bravo. Alors bon, maintenant, de quoi passer à la troisième question. Voilà, voilà. Donc, 1, 2, et là maintenant, de quoi passer à la troisième. Donc, la troisième question, il s'agira tout simplement donc de calculer la vitesse moyenne, donc en mètres par seconde, de la capsule Hyperloop lors du voyage. Ok, donc là, très très simple. On rappelle que la vitesse, c'est la distance divisée par delta t. Donc ça prend des choses. On rappelle la relation qui est définie à la vitesse. Donc la vitesse, comme je l'ai dit, c'est la distance divisée par le temps. Donc autrement dit, delta t. Alors donc la distance, je vous rappelle, si on veut une vitesse en mètres par seconde, il faut que la distance soit en mètres. Ok. Et le temps donc en secondes. Bon, ce qui est le cas ici, donc ça va être déjà un travail de simplifier. Ok. Bravo. Donc vitesse, c'est d divisé par delta t. Ce qui est équivalent à dire que vitesse, donc c'est tout simplement la distance. Donc 6,9 fois 10 exposant 5. Alors vous n'oubliez surtout pas le 10 exposant 5 parce que là, si vous l'oubliez, c'est mort. Le calcul, il sera mort. Vous allez obtenir un résultat, mais alors qu'il n'est pas du tout cohérent. Et après, donc c'est 6,9 fois 10 exposant 5 qu'on va diviser par delta t, donc le temps. Donc le temps ici, c'est 2070 secondes. Ok, voilà. Donc là, pareil, 2070, on met 2070. Ok. Alors pareil, ça, si vous voulez mettre en notation scientifique, il n'y a pas de souci. Ça ferait 2,07 fois 10 exposant 3. Ok. Là, il n'y a pas de souci. Vous faites comme vous voulez pour ça. Ok. Alors cela est équivalent à dire donc que la vitesse est égale à la chose suivante. Donc là, vous faites le calcul et donc on va tout de suite noter le résultat. Cela donc est équivalent à dire que la vitesse, elle est d'environ 333 mètres par seconde. Ok. Alors bon, moi là, je vais arrondir tout simplement donc à 0 chiffre après la virgule. On va pas mettre de chiffre après la virgule. Voilà. Après, on aurait pu très bien mettre un ou deux chiffres, mais là, bon, pour le calcul, on va déjà mettre 0 chiffre après la virgule. Ok, on va arrondir tout simplement à l'unité. Voilà, donc ça c'est pour tout simplement la vitesse, donc pour l'obtenir en mètres par seconde. Et donc maintenant, quatrième question, on demande de convertir cette vitesse-là justement en kilomètres. Alors bon, vous avez deux manières de faire, nous on va faire la manière la plus simple. Soit vous faites par des réflexions entre guillemets mathématiques, donc comme je l'avais fait l'année dernière, c'est-à-dire qu'on convertit justement la distance que ça fait, donc on la fait passer en kilomètres. On fait passer également donc le temps en tout simplement donc au lieu qu'on n'ait qu'une seule seconde, donc on voit combien de secondes on aurait en une heure. Donc là, on n'aurait pas juste une seule seconde, mais on en aurait tout simplement 3600. On recalcule donc la nouvelle distance divisée par le temps, et donc ainsi ça nous donne la nouvelle vitesse. Bon, là nous on va pas faire ça du tout. Je vous rappelle également une autre façon de faire, c'est qu'en fait, en cinquième on l'avait déjà évoqué, mais quand on a une vitesse donc en mètres par seconde, pour la passe 100 km/h, on va tout simplement multiplier par 3,6. Et réciproquement, quand on a une vitesse en km/h, pour l'avoir en mètres par seconde, on divise par 3,6. Bon, bah c'est ça qu'on va appliquer, nous, pour aller plus vite. Donc, pour avoir la vitesse en mètres par seconde, en km/h, donc on fera 333, donc multiplié par 3,6, ok. Voilà. Et donc, si on effectue ce calcul, ça va nous donner la chose suivante. Et ainsi, donc, ça va nous donner 1200 piles, ok. Voilà. Alors, bien évidemment, oui, si vous faites ça, ça va vous donner à peu près 1200, ok, si vous tapez juste 333. Mais donc, si on garde tous les chiffres de la calculatrice, 333,333, et qu'on multiplie par 3,6, ça nous donne 1200 piles, ok. Voilà. Donc, 1200 piles quoi? Bah, ici, on est en km/h, ok. Voilà. Donc, ça, c'est pour la vitesse de notre Hyperloop en km/h. Donc, 1200 km/h, je sais pas si vous voyez, mais ça veut dire qu'en une heure, on peut parcourir 1200 km. Ça veut dire qu'on peut largement traverser la France, quoi. Voilà, je sais pas si vous voyez un peu de délire, mais bon, c'est un petit peu ça le projet de la SNCF, quoi, dans les années à venir, en fait, ok. Bravo, ce qui est plutôt pas mal, hein, dans l'absolu. Mais justement, on va voir dans la question 5, pourquoi il propose de le faire que dans un tunnel.
Alors donc proposer une explication au choix de faire circuler l'hyperloop dans un tunnel où l'air est raréfié. Alors l'explication est très simple. Je vous rappelle, et ça c'est une chose vraiment pour que vous... Enfin, je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais par exemple si on lance une boule, ok, voilà, vous lancez une boule, voilà, vous lancez le boule à la plus haute vitesse possible. Et bien si vous lancez votre boule, faites expérience, vous allez voir qu'elle va s'arrêter. Mais si vous l'avez lancée à une vitesse phénoménale, hein, vous allez voir, lancez votre boule, elle va s'arrêter. Pourquoi elle s'arrête? Parce qu'en fait, dans l'air environnement, dans l'air dans lequel on vit, et ben en fait, il y a de l'air, tout simplement. Et l'air, bah, comme ça, elle va faire une résistance. Elle va faire une résistance à tous les objets qui vont se lancer à une certaine vitesse. Alors, de ce cas-là, bah, pourquoi, vous allez me dire, on fait quand même un hyperloop? Parce que oui, quand on regarde le TGV, quand on regarde le Transilien ou tout plein d'autres moyens de transport, ils arrivent tout de même à circuler malgré cette résistance. Oui, ils arrivent à circuler parce que les vitesses ne sont pas non plus super phénoménales. Mais pour pouvoir justement conserver ces 1200 km/h, qui est quand même une vitesse assez conséquente, et ben le fait de faire le projet dans un tunnel où l'air est raréfié, ça permettrait déjà de limiter justement cette résistance que pourrait faire l'air au niveau du TGV. Et donc ça permettrait aussi qu'il soit moins dégradé, logiquement. Ok, voilà. Donc c'est surtout pour ça qu'il est fait dans un tunnel où l'air est raréfié. Ok, parce qu'au moins, comme ça permet non seulement de conserver l'hyperloop, mais également de permettre de faire moins de résistance. Ok, voilà, tout simplement. Parce que mine de rien, 200 km/h, c'est pas rien. Et si on faisait ça avec les matériaux actuels, donc avec une caténaire et tout, la caténaire ne pourrait pas tenir. Hein. Faudrait une caténaire faudrait une caténaire qui est super longue. Ok, je sais pas si vous voyez ce que c'est une caténaire, mais ça ressemble à ça. C'est un espèce, ce petit fil que vous voyez juste en haut, ok, juste en haut des rails là. Et bah ce petit fil, mine de rien, et bah vous avez un pantographe qui va se tisser à ce petit fil en haut. Et donc ce pantographe, il faut qu'il soit adapté, logiquement, après à la caténaire. Et la caténaire, réciproquement, il faut qu'elle soit adaptée au pantographe. Et que les deux soient adaptés à la vitesse en question. Ok, voilà, voilà. Et donc, bah, logiquement, 1200 km/h, il faut quand même avoir des pantographes et donc des caténaires qui soient adaptés aussi. Ok, voilà, voilà. Donc c'est aussi une raison pour laquelle, bah, tout simplement, on ne fait pas ça à l'air habituel, mais donc dans un tunnel où il y a très peu d'air. Ok, voilà, voilà. Donc bon, nous on va retenir principalement qu'en fait cet hyperloop, il est fait dans un tunnel raréfié, donc en air, du fait de limiter les résistances. Ok, voilà, vous. Voilà, donc l'hyperloop circulerait justement dans un tunnel avec une air raréfiée, donc une air raréfiée donc avec très peu d'air, afin donc de limiter la résistance qui pourrait être faite entre le train et l'air. Ok, bravo. Et c'est d'ailleurs pour ça que par moment, quand il y a beaucoup de vent, genre par exemple des vents qui montent au moins 140 km/h, bah, c'est pour ça que les vitesses des trains sont rabaissées, que ce soit TGV, Transilien ou quoi, parce que bah déjà le vent malheureusement ça peut casser les caténaires, mine de rien. Faut pas non plus le négliger. Ça fait une résistance avec le train. Et donc forcément, et bah c'est compliqué. Voilà, la résistance qui est faite avec le train, plus savoir ce qui est fait au niveau des caténaires, et bah ça peut faire que malheureusement, et bah ça peut se casser tout ça. Ok, voilà. C'est pour ça que la vitesse des trains, quand il y a beaucoup de vent, elle est également abaissée. Ok, voilà. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de perturbations, notamment dès qu'il y a un peu de vent. Enfin, un peu beaucoup de vent. Voilà. Sur ce, donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bon à toi en mathématiques et en sciences.